L'origine du champ magnétique est liée au déplacement de charges circulant dans la matière. Dans les matériaux magnétiques, les courants sont dus au mouvement d'électrons sur leurs orbites. Attention, le courant conventionnel a un sens inverse au déplacement des électrons. De ce fait, le sens qui nous intéresse est inverse à celui du déplacement des électrons, d'où le fait que je représenterai le courant conventionnel en rouge en tant que déplacement de charge fictive de protons. On peut associer le déplacement de charge dans un atome comme celui d'un courant dans une spire, ce qui fait de notre atome une sorte de petite spire. En pratique, un aimant, c'est comme un ensemble de spires. Dans la partie où ces spires se croisent, on a le courant qui s'annule, ce qui donne lieu à des courants de surface. On considère alors seulement le courant des bords extérieurs. Par conséquent, pour un aimant complet, on a des courants qui ont cet aspect-là. Cela ressemble alors, au final, assez fort à un solénoïde. Attention, les courants de surface ne sont pas de la même nature que ceux présents dans un conducteur. Ceux-ci ne nécessitent pas de différence de potentiel afin de faire déplacer des charges, car, dans un aimant, cela est dû au mouvement naturel des électrons. Dès lors, les courants de surface d'un aimant fonctionnent de la même manière que ceux d'un fil rectiligne. Si les courants de surface de deux aimants mis à proximité ont le même sens, les deux aimants s'attirent. S'ils sont de sens opposés, ils se repoussent. Cela explique le fait que les aimants vus au chapitre sur le champ magnétique s'attirent ou bien se repoussent. Maintenant, observons le cas d'une spire, parcourue par un courant, plongée dans un champ magnétique uniforme. Si le vecteur surface de la spire est perpendiculaire au champ magnétique, alors les deux côtés verticaux de la spire vont subir l'effet d'une force magnétique. La formule de cette force magnétique fut donnée au chapitre dédié à la force magnétique. Ainsi, chacun des côtés verticaux va contribuer au moment de force qui entraînera la spire à effectuer un mouvement de rotation. Les côtés horizontaux de la spire ne subissent l'effet d'aucune force magnétique vu que le vecteur densité de courant est parallèle au champ magnétique. De cette manière, le produit vectoriel du vecteur densité de courant par le vecteur champ magnétique sera nul. Ainsi, la force magnétique sera nulle pour les deux côtés horizontaux. Nous obtiendrons le même résultat avec la formule peu commune de la force magnétique où le vecteur longueur aurait la même direction que le champ magnétique, et donc que leur produit vectoriel serait nul. Comme je le disais, les côtés verticaux vont contribuer au moment de force qui va pousser la spire à effectuer un mouvement de rotation. Lorsque le vecteur surface de la spire ne sera plus perpendiculaire au champ magnétique dans lequel la spire est plongée, et donc que les côtés horizontaux de la spire ne sont plus parallèles au champ magnétique, ils vont subir l'effet d'une force magnétique verticale. Celle-ci n'influencera en rien le mouvement de rotation de la spire, mais fera que les quatre côtés de la spire subiront l'effet d'une force magnétique. Une fois que le vecteur surface de la spire sera parallèle au champ magnétique, le moment de force de la spire sera nul et le mouvement de rotation de celle-ci s'arrêtera. Dès lors, si le moment de force de la spire est nul, elle ne va pas subir de rotation. S'il est différent de 0, elle subira une rotation. La formule du moment de force est le produit de la force par la distance par rapport au centre de rotation. Seulement, il faut bien garder en tête que le moment de force est un vecteur et que la force aussi est un vecteur. C'est le produit vectoriel entre la force et le vecteur distance par rapport au centre de rotation qui nous permet de calculer le moment de force exercé sur la spire. De la sorte, voici la démarche mathématique pour trouver le moment de force exercé sur une spire carrée. Maintenant qu'on a trouvé la formule de notre moment de force, il y a certaines expressions que nous pouvons simplifier. Par exemple, L fois L, qui est la surface de notre spire, on peut le transformer en S dans l'expression du moment de force. Maintenant, comme à notre habitude, pour faire disparaître le sinus,
on utilise le produit vectoriel. Pour cela, on a besoin de deux vecteurs. Faisons quelques simplifications. Caractérisons notre champ magnétique B par un vecteur, ainsi que notre surface S. Soit la direction du vecteur surface sera liée au vecteur unitaire de surface, qui est perpendiculaire à la surface, et son sens sera donné par la règle de la main droite, les doigts dans le sens de circulation du courant, et le pouce nous donnera le sens du vecteur surface de la spire. Notre angle φ sera l'angle entre notre vecteur surface et le champ magnétique. C'est pourquoi on peut introduire le moment dipolaire magnétique. Il est donné par le produit du courant avec le vecteur surface. Il nous permet entre autres de calculer plus facilement le moment de force exercé sur un corps. Si le moment magnétique est parallèle au champ, alors le moment de force sera nul. S'il est perpendiculaire à celui-ci, alors notre moment de force sera maximal.